Les stations d'accueil iPod et iPhone JBL vous présentent Génération technologique. Bienvenue dans Génération technologique, le magazine bimensuel en images et en son de technologique.fr avec Benjamin Vincent. Salut Benjamin. Salut Pierrick. Voilà, bien revenu de Las Vegas et du CES. Ça a été un petit peu difficile l'atterrissage, non Benjamin? Oh non, écoute, le plus dur c'est de quitter cette semaine folle qu'on a vécue là-bas. Et on a fait une belle émission il y a 15 jours, donc voilà. Il faut bien que les bonnes choses s'arrêtent. On pensait revenir pour retrouver HP, hein, c'est le rendez-vous qu'on vous avait dit, effectivement. À la fin de l'émission. Et ben c'est une surprise, on n'est pas chez HP, Pierre. Non, on n'est pas chez HP, mais on va dire qu'on y gagne au change. Hein. Au CES, il a été beaucoup question, Benjamin, tu le sais, de télévision connectée, avec bien sûr Apple, Google qui s'y intéressent. Et en France, il y a Zaosa, filiale de Vivendi, qui a mis aussi en place son service de télévision connectée. Alors avec nous, deux invités justement autour de Zaosa. Cédric Ponceau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le directeur général de Zaosa. En quelques mots, Zaosa, c'est bien plus que de la télévision connectée. Alors Zaosa, oui, c'est plus que de la télévision connectée, puisqu'en fait c'est une offre d'abonnement à plein de contenus, qu'ils soient des films, des séries, mais aussi de la musique, et qu'on peut regarder et partager depuis tous ces écrans, dont la télé connectée maintenant, bien sûr. Avec nous également Patrick Escande, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Zaosa, et tout à l'heure, vous allez nous faire une démo, on l'attend avec impatience, hein, c'est la démo effectivement de la télévision connectée. Puis avec vous, vous avez ramené la Google TV, vous l'avez reçue il n'y a pas longtemps? On l'a reçue il y a quelques jours, et le service marche déjà dessus. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir tester cette nouvelle interface, cette nouvelle façon de voir la télé et d'appréhender la télé. Alors là, elle est derrière moi hein, dans le bureau. Vous n'avez pas eu envie de la ramener chez vous? Non, j'ai suffisamment d'appareils à la maison. Et donc, ça fait trop de travail après. Ouais, c'est celle-là, Pierrick. Hein, c'est la Sony qui est derrière toi. Hein. Absolument. Oui, je vais me tromper de pouce. J'ai quand même une question pour Patrick, avant qu'on entre dans le vif du sujet. La Google TV, qu'est-ce que ça a de différent par rapport aux autres systèmes de téléconnectés? Les autres téléconnectés, elles ont démarré avec les premières Samsung avec des applications Yahoo qui ont été interdites en Europe parce que les chaînes de télé se sont un peu arc-boutées sur le principe. Ensuite, d'autres télés sont arrivées avec d'autres principes comme la Philips qu'on verra tout à l'heure, qui est un modèle un peu plus ouvert. C'est-à-dire, je peux aller chercher des services un peu différents que ceux proposés par Philips. Et donc, et la Google, c'est quelque chose de très très ouvert. C'est vraiment un environnement Internet complètement libre, et là c'est à moi de décider ce que j'ai envie de voir et de regarder sur ma télé, et avec une interface de télécommande vraiment appropriée qui me permet de naviguer, d'aller voir du YouTube, aller voir, retrouver mon environnement Zaosa, et puis éventuellement en même temps de tweeter ou de faire des choses comme ça. C'est vraiment très très ouvert. Oui, parce qu'il y a aussi l'idée, on partage avec ses amis. Ouais, on est les seuls aujourd'hui à avoir gérer et acheter les droits de partage des contenus. C'est-à-dire que quand je prends l'album des Black Eyed Peas que j'ai eu sur Zaosa, dans l'abonnement Zaosa, je peux le partager avec vous. Et puis pareil, là, on a la série Braco de Canal+. Je peux vous partager également cette série. Donc moi, je vais la regarder depuis ma télé connectée, parce que je suis déjà un peu connecté à la maison. Et puis vous, voilà. Et vous allez pouvoir le regarder Braco sur votre iPad. Et puis une autre personne va le regarder sur son Samsung ou sur sa tablette ou peu importe. Ou sur ou le web. Mais la possibilité de partage, elle n'est pas illimitée quand même. Non, on a... alors d'abord, c'est l'ayant droit qui décide. On va de 1 à 5 partages. On a quelques contenus dont nous sommes coproducteurs, sur lesquels on fait plutôt des fois des partages qui vont un peu plus loin et des fois illimités, pour favoriser la viralisation et l'autopromotion de ce produit-là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à montrer, parce que je télécharge pour moi-même, mais est-ce que j'ai envie, oui ou non, de le partager avec mes amis, ce qui donne un pouvoir supplémentaire au contenu, autour du contenu en tous les cas. On verra ça tout à l'heure en démo, Benjamin. Il y a plein d'appareils sur cette table, des tablettes, des téléphones et bien sûr un PC, des télés pour pouvoir suivre tout ça. Autre invité avec nous, Benjamin, c'est Alain Reynaud. Bonjour.
Bonjour. Alors vous venez de plus loin, hein, vous n'étiez pas très loin de Las Vegas il y a quelques jours, puisque vous êtes entrepreneur dans la Silicon Valley, vous êtes créateur d'entreprise et l'un des fondateurs surtout du Founder Institute. C'est un peu une école de formation pour les start-upers. Hein. C'est un incubateur ou un accélérateur de start-up. Donc trouver des gens qui veulent monter des start-up essentiellement web ou dans le domaine technique. Mais nous, on fait ça à la sauce Silicon Valley et par contre, on fait ça à Paris. À Paris, donc Benjamin, peut-être on vient de créer la bande digitale, peut-être qu'il faudra qu'on aille faire un tour là-bas pour trouver, essayer d'éviter, savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Benjamin, on va repartir un peu en voyage, on va pas aller dans la Silicon Valley, on ne va pas non plus à Las Vegas, mais on va prendre l'avion pour Amsterdam. Et oui, c'était mercredi, Pierrick, cet événement, la présentation enfin à la presse européenne de la Nintendo 3DS, la nouvelle console de jeu sans lunettes et en 3D de Nintendo. Un avion affrété spécialement pour la presse européenne. On était à bord et on y a passé la journée. Voilà ce qui s'est passé à Amsterdam. Comme promis, Benjamin, nous voici donc non plus à Paris, mais à Amsterdam pour la grande présentation de la Nintendo 3DS. On pourra dire qu'on y était, Benjamin. Et oui, on y était dans cette grande salle avec 1200 journalistes de la presse européenne qui ont été invités, amenés ici par avion spécial. 200 journalistes dans un avion. 200 Français. 200 Français. Sous la pluie battante, la pluie glaciale d'Amsterdam, pour voir donc cette 3DS de près, de très près. On sait désormais quand elle sort, Pierrick. Oui, ça sera le 25 mars. Il va falloir un petit peu de patience, hein, tout près de la fin de l'exercice fiscal de Nintendo, avec beaucoup d'espoir pour le groupe Nintendo. Il paraît qu'il y a 1,5 million déjà de consoles qui sont plus ou moins prêtes pour le marché japonais, et Nintendo ne donne pour l'instant qu'un chiffre, vous allez entendre tout à l'heure Stéphane Boll, 4 millions de consoles qui seront vendues, espère-t-il, dans le monde juste pour et peu après la sortie de la Nintendo 3DS. Alors cette console portable, Pierrick, donc en relief, sans lunettes, elle a été présentée il y a quelques instants sur la scène derrière nous. Et puis après cette conférence, on a pu tester la console, Pierrick. On l'a prise en main. Ouais. Alors toi, tu l'avais déjà vu, moi c'était la première fois. Ouais, j'étais meilleur que toi d'ailleurs sur le même jeu, je juste signalé. J'étais peut-être pas très concentré, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. On peut dire que l'effet est quand même très réussi sur l'écran du haut, donc qui offre cette 3D sans lunettes. On a joué à un jeu où on pilote un petit avion, une sorte de coucou. Un hydravion. Voilà. J'ai pas eu la chance d'atterrir sur la mer, c'est pour ça que je m'en suis pas rendu compte. C'est ce que j'ai dit, j'étais meilleur. Voilà, donc énorme salle derrière nous avec plusieurs centaines de 3DS en test. Il y a quand même une inconnue, Pierrick, on revient avec une petite frustration d'Amsterdam. La frustration, effectivement, au niveau du prix. On venait ici en espérant avoir le prix, une idée du prix, en tout cas de la console et des jeux. On ne va pas vous le cacher, on a une idée de ce que sera le prix. Ça sera annoncé par les éditeurs, par les distributeurs. Il faudra sans doute appeler la FNAC pour savoir à combien. Mais on sait qu'aux États-Unis, un prix a été annoncé, $249 en général. Hors taxe. En général, dans l'industrie, $1 égale 1 euro. Donc on peut estimer qu'on sera dans ces eaux-là également en France, qui fait une centaine d'euros de plus que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, une console 3D, une console DS traditionnelle. Oui, je me suis perdu parce qu'il y a encore nos amis d'LCI. Pour une fois, ils ne sont pas passés devant la caméra, tiens, Benjamin. Allez, Pierrick, on va tout de suite retrouver donc, notre invité ici à Amsterdam, c'est Stéphane Boll. Effectivement, qui est le directeur général de Nintendo France. Stéphane Boll, bonjour. Bonjour. Alors ici à Amsterdam, tout le monde attend dès ça maintenant depuis plusieurs semaines. La présentation de la Nintendo 3DS, on a pu l'avoir un petit peu en main. C'est vraiment un événement d'importance pour Nintendo ? Ah oui, la Nintendo 3DS, c'est un événement très important puisqu'il s'agit de la génération d'après la Nintendo DS. Donc c'est pas tous les jours qu'on lance une nouvelle console. Et en l'occurrence, c'est la première fois qu'une console et qu'un appareil arrive avec la promesse de la 3D sans lunettes. Et la 3D sans lunettes à la fois pour faire du jeu vidéo, à la fois pour faire de la vidéo ou pour prendre des photos.
Comment vous décririez l'effet et l'impression qu'on a en tenant cette console à quelqu'un qui n'a pas encore eu la chance de l'essayer? J'ai envie de lui dire malheureusement que même moi j'aurais du mal à lui faire une très bonne description. Il faudra qu'il l'essaie et il faudra qu'il voit par lui-même pour y croire. Mais je crois que l'ensemble des retours de l'ensemble des personnes qui ont eu la chance de le tester aujourd'hui, de tester la Nintendo 3DS, est unanime pour dire que c'est surprenant. C'est surprenant et que l'effet 3D est absolument saisissant. Quelles sont les caractéristiques spécifiques de cette console que n'ont pas les générations précédentes de DS? Alors c'est sans doute la console la plus connectée de toutes celles qui ont vu le jour chez Nintendo, et on espère que ça lui donnera un aspect communautaire très important. Donc que ce soit à travers des fonctionnalités comme ce qu'on a appelé le Street Pass, qui permet d'échanger de l'information entre deux consoles qui sont en mode veille et qui vont pouvoir par exemple se croiser dans le métro sans que les utilisateurs le sachent. C'est-à-dire quand vous allez rouvrir votre console, vous allez vous apercevoir que tiens, il y aura des personnages nouveaux, tiens, il y aura du contenu nouveau, et vous allez pouvoir être surpris si vous l'avez accepté bien sûr au préalable, ou que ce soit à travers toute la connectivité classique qui consiste, vous avez par exemple une fonctionnalité qui est un peu différente de la Nintendo DS. Si vous êtes à proximité d'un hotspot ou d'un point d'accès Wi-Fi chez vous par exemple, sans que vous le sachiez, la console va venir chercher des informations sur nos sites, et à chaque fois que vous rouvrirez la console, vous aurez la surprise de trouver là aussi de nouveaux contenus. Ça pourrait être des vidéos en 3D, ça pourrait être de nouveaux jeux vidéo ou des démonstrations de jeux vidéo, ça pourrait être plein de choses différentes qui viendront surprendre les utilisateurs, et ça c'est nouveau. L'idée c'est un peu de profiter du succès de sites comme Facebook par exemple. Je crois qu'il y a une dimension virale typiquement dans un truc très simple, hein. Je prends des images en 3D et je les montre. Ça fonctionne très fort. Vous verrez. Il y a deux petites caméras, enfin deux capteurs. Vous avez deux caméras qui sont pointées vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué de faire avec deux qu'avec une, parce que pour un effet 3D, ça demande une précision terrible. Et vous avez la possibilité de prendre des images 3D, mais aussi de les visualiser. Donc ça, c'est le premier appareil qui permet ça. Et ça, c'est une dimension sociale très très forte. On pourrait partager ce contenu. A priori, la Nintendo 3DS est un appareil qui va à la fois permettre de produire des images 3D, mais aussi de les visualiser. Aujourd'hui, on parle de photos tout de suite, mais M. Iwata, au Japon, a d'ores et déjà expliqué qu'on pourrait voir aussi de la vidéo. Et là, on peut imaginer plein de choses au niveau viral, bien sûr. Alors, il y a un bouton qui est très important sur cette nouvelle console 3DS. C'est une molette qui permet de régler l'intensité de la 3D. Oui. Vous avez souhaité qu'on puisse, y compris, désactiver la 3D. Pour quelle raison? Alors, on a été prudent sur la 3 dimensions, parce que on est comme l'ensemble des industriels qui avançons sur le secteur de la 3D. On s'est aperçu que, en particulier sur le public des plus jeunes, en dessous de 6 ans, en tout cas jusqu'à 6 ans, on estime que la vision est encore en cours de formation, et que donc il est peut-être souhaitable de ne pas exposer les enfants les plus jeunes à la 3D. Donc on a fait plusieurs choses. D'abord, on a glissé un avertissement, qui est l'avertissement que vous trouvez sur l'ensemble des écrans 3D télé aujourd'hui ou dans les salles de cinéma. La deuxième chose, c'est qu'on a permis de régler l'intensité de la 3 dimensions, qui va de la 2D à la 3D. Donc si je veux voir un jeu ou jouer à un jeu en 2D, je peux. Et puis on a fait une dernière chose, c'est que dans le contrôle parental et dans les fonctions de contrôle parental, on a permis de désactiver complètement, pour les plus jeunes par exemple, cet effet 3D. Oui, la console qui est capable d'ailleurs de reconnaître dans certains jeux, qui pourra reconnaître les personnes qui jouent, notamment on l'a vu pour Nintendogs, où on pourra vraiment avoir un lien très fort avec les animaux par exemple. On s'interroge forcément beaucoup sur le prix de cette Nintendo 3DS. Il y a des chiffres qui circulent, on sait que ça coûtera 250 $ aux États-Unis. Ça sera de cet ordre d'idée en euros cette fois-ci pour la France?
Vous savez, nous on communique jamais de prix public, on communique généralement des prix tarifs à nos distributeurs avec nos conditions générales de vente et ce sont eux qui fixent le prix. Et eux ont commencé à le faire puisque dès après la conférence, on leur avait envoyé le tarif dans l'après-midi et il y a d'ores et déjà des campagnes de pré-réservation qui ont démarré sur toute l'Europe. Un mot de l'autonomie, elle sera de combien ? L'autonomie. Alors l'autonomie, ça dépendra de beaucoup de choses, notamment de l'utilisation de l'effet 3D ou de l'utilisation de... mais l'autonomie, elle variera entre 4 et 8 heures à peu près. 4 heures si vraiment on utilise la 3D à fond avec les capacités de connectivité, 8 heures si on les utilise de manière un peu plus modérée. Et donc disponibilité en Europe et notamment en France le 25 mars avec 25 jeux qui seront des jeux donc 3D, des jeux qui seront plus chers que les jeux actuels 2D. Alors on n'a pas annoncé le prix des jeux, là aussi ce sont les distributeurs qui feront en fonction des tarifs qui leur seront communiqués par l'ensemble des éditeurs, parce que là pour le coup c'est pas forcément Nintendo. Vous gagnez du temps en n'annonçant pas de prix vous-même. Vous êtes le seul à pas annoncer le prix d'un produit que vous sortez. Si on annonce des tarifs. Il y a un prix public conseillé généralement. Nous on n'en annonce pas, voilà. On pense qu'on en annonce sur d'autres marchés mais pas en Europe. Mais pour répondre à votre question, il y aura effectivement 25 jeux dans la fenêtre de lancement des premières semaines, entre le 25 mars, qui est la date de lancement, et tout début juin. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Stéphane Boll de Nintendo, effectivement 25 jeux pour la sortie ou dans les jours qui suivront la sortie pour cette Nintendo 3DS avec du lourd, hein, Benjamin. Zelda, Nintendogs bien sûr, Rayman, Rayman. Les lapins crétins. Les lapins crétins. Rayman, les lapins crétins, forcément, crétins. Quand on prononce ces mots-là, on pense à Ubisoft. Yves Guillemot est venu sur scène. C'est le PDG d'Ubisoft. C'est le PDG d'Ubisoft, c'est le fondateur. Et Ubisoft qui est finalement l'éditeur le plus présent pour la sortie de la Nintendo 3DS. Et la 3D, visiblement, ça lui plaît bien. On l'écoute. Alors, qu'est-ce que ça faisait d'être sur cette grande scène pour la présentation de la Nintendo 3DS qu'on présente vraiment comme une forme de révolution dans l'entertainment portable ? C'était très agréable d'être à nouveau avec Nintendo sur scène parce que Nintendo est un grand innovateur et arriver avec la 3DS, donc avec toutes ces images 3D maintenant accessibles pour tous, c'est vraiment un plaisir. Ça vous fait quoi, vous avez essayé, vous avez joué en 3DS, ça donne quoi la 3D sur DS ? C'est assez génial parce que c'est beaucoup plus immergent et donc on peut avoir un fond, on peut vraiment sentir un petit peu comment les personnages se comportent et je pense que c'est vraiment la suite du jeu vidéo. Ubisoft, j'ai l'impression, est le plus gros éditeur tiers présent pour la sortie de la Nintendo 3DS. Vous y croyez vraiment ? Oui, on est, je pense, le plus gros, puisqu'on va avoir 8 titres dans à peu près le mois de la sortie. Et effectivement, on croit beaucoup à cette machine. On avait accompagné la DS aussi à ses débuts. Et je pense que cette machine-là va croître encore plus vite que la DS. La stratégie, c'est d'être là pour les sorties de nouveaux devices ? Oui, et de rester après pour pouvoir construire des jeux qui vont avoir une longue vie et surtout pouvoir faire l'innovation et créer de nouvelles marques. Vous sortez les artilleries lourdes, il y a du Rayman ? Il y a du Rayman, il y a du lapin, il y a aussi un driver qui arrivera, qui va aussi être très puissant. Et puis on a Asphalt aussi à la sortie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft Pierrick. On va dire au revoir à Amsterdam. Voilà, c'était sympa. En plus, moi j'ai trouvé un coin vraiment très très sympa. Je pensais qu'on allait pouvoir monter un petit duo. Tu veux partir avec pour chanter genre Amsterdam dans le port d'Amsterdam, tu vois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Alors, chante et puis je vais essayer d'apprendre la chanson en t'écoutant. Ouais, quand même Brel, non ? Bon. Non, je connais ça. Tu vas nous faire encore du plat pays, toi. Bon, en tout cas, on laisse Amsterdam et sa douceur légendaire. Hivernale, on va dire. Direction. Retour à Paris donc avec nos amis de Zaoza, Benjamin. Oui, comme prévu, on retourne du côté de Levallois-Perret. Ça va nous dépayser, décidément, on n'arrête pas.
Génération technologique, un mercredi sur deux. Rendez-vous aujourd'hui près de Paris dans les locaux de Zaosa, le premier service de téléchargement et de partage de musique, de jeux vidéo, de films sur Internet, sur téléphone portable, sur tablette. On va voir ça. On va pouvoir partager, voir du contenu à peu près sur tout ce qu'on peut avoir dans ses poches ou dans son salon. Cédric Ponceau, vous êtes le directeur général de Zaosa. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci donc de nous accueillir. Aujourd'hui, Zaosa, c'est combien d'abonnés ? Alors aujourd'hui, depuis le début 2008, on a ouvert le service en France et puis on a récemment ouvert en Allemagne, on a recruté en mode payant 1,2 million de personnes. Donc sur ces 1,2 million, à peu près 1 million en France et 200 000 en Allemagne, un certain nombre sont là depuis le début et consomment tous les mois, et un certain nombre s'arrêtent, reprennent, puisque c'est un abonnement qui a la particularité d'être sans engagement. Donc tous les mois, ça c'est des chiffres qu'on ne communique pas, mais on a une variation et on joue énormément sur le contenu pour faire revenir les gens, etc. Alors, quand on dit abonnement payant, ça veut dire qu'il faut dépenser de l'argent ? Oui. Il y a une somme unique ou est-ce qu'il y a différentes formules ? Alors, on a toujours une somme unique. On essaie de rester les plus simples possibles sur le marché pour l'instant, puisque c'est déjà assez compliqué de comprendre tout ça. Donc, on a commencé à être assez centré mobile dans les années plutôt 2008. Donc, on était à 3 €. On est passé à 5 € en 2010 en se recentrant sur des contenus web, sur les albums plutôt que les singles, etc. Par mois 5 € par mois, pardon. Et puis, on vient de récemment en France, et on va le faire sous peu de temps en Allemagne, passer à 9,99 € en y incluant un gros catalogue de films et de séries télé, plus la musique, et bien entendu en rentrant dans l'interface télévision pour que les gens puissent consommer ces films non seulement sur leur PC et sur leur tablette, mais également sur leur télévision, que le PC soit connecté à la télévision ou qu'ils aient une télévision connectée ou via la PS3 par exemple. 10 €, c'est vraiment le seuil à ne pas franchir. Je dirais, les seuils à ne pas franchir, ce serait un peu, probablement un peu présomptueux de parler comme ça. On sait que, par exemple, dans la musique, au-delà de 5 €, musique seule, c'est très compliqué de vendre un abonnement à 10 €. On sait, par exemple, dans la télévision payante, et on est bien placé dans le groupe Vivendi pour le savoir, que, bien entendu, on peut dépenser 20, 30, 40 €. Donc, la question, c'est plutôt qu'est-ce que vous mettez en face de cette offre. Donc, on pense que 9,99 € dans les petits abonnements, c'est probablement une des sommes maximum, et qu'à partir du moment où vous y avez dedans non seulement de la musique, mais des films et de la série, c'est plus qu'acceptable. C'est même très peu cher comparé à d'autres abonnements. Pour ce prix, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Pour ce prix, tout ce qu'il y a dans le catalogue de Zaosa, chaque jour il change, ou il s'enrichit, un certain nombre de contenus s'en vont, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et si vous arrêtez votre abonnement, vous gardez ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire on ne vous coupe pas les vivres du jour au lendemain. Et donc, toute l'importance pour nous, c'est d'éditorialiser ce contenu pour qu'en permanence, il y ait des choses nouvelles et que les gens souhaitent rester avec nous. Récemment, vous avez signé justement des accords de contenu très importants, d'abord avec Studio Canal et avec Pathé, là aussi dans l'idée d'enrichir notamment le catalogue de films et de séries. Oui, exactement. Donc, on avait beaucoup de petits films, de films plus courts qui étaient plus adaptés, on va dire, au web ou notamment au smartphone. Et puis, on a enrichi en fin d'année dernière, donc avec la signature de ces 2 premiers accords. Donc, on est maintenant en discussion avec toutes les autres grandes majors américaines ou européennes pour avoir un catalogue de films important et un catalogue de séries télé, sachant que les séries, il peut y avoir soit les séries américaines, soit des séries beaucoup plus locales qui fonctionnent aussi très bien en France. Ça veut dire que le principe de Zaosa, c'est de croire au fait que finalement les gens ne tiennent pas tant que ça à posséder les films ou la musique. Pour l'instant, détrompez-vous, puisqu'effectivement, ce que vous faites sur Zaosa, une fois que c'est fait, c'est à vous. C'est-à-dire si je télécharge un film... Si vous prenez un film tel qu'il est là, il est dans votre espace personnel et il y reste. Et le jour où je me désabonne, qu'est-ce qui se passe ? Il y reste. D'accord, je garde entre guillemets à vie accès à ce que j'ai récupéré. Voilà. Et il est sur le disque dur de l'ordinateur ou il est sur un serveur à l'extérieur ? Alors là, vous rentrez dans des considérations plus de geek. Non, mais si on change d'ordinateur, d'un point de vue utilisateur, ce qui est très important, c'est de dire on a essayé d'affranchir les gens de leur machine, même s'ils ont beaucoup de machines, en disant c'est pas parce que mon ordinateur crame que je peux pas retrouver les choses, c'est pas parce que je change de télé demain matin qu'il faut que je refasse tous mes abonnements. Donc nous, en fait, on a
tout le contenu et tout ce que vous faites pour vous-même, on vous le met dans ce qu'on appelle un espace personnel, un cloud. Hein, c'est très un nuage à vous, quoi. Un nuage, voilà, en français. Et donc, on vous le préserve là-dedans, ce qui fait que votre téléphone mobile tombe et se casse, vous en reprenez un autre. Votre télé, vous la changez avec une télé connectée. Quelle que soit la machine que vous avez utilisée, simplement en vous reloguant sur votre compte, vous récupérez les films, les séries, la musique, les jeux que vous aviez dans votre espace personnel. Alors Pierrick, on va peut-être voir concrètement comment ça fonctionne, Zaosa. Oui, on va voir la démo présentée tout de suite par Patrick Escand. Ce qu'on a créé et ce qu'on essaie de démontrer dans Zaosa, c'est que le piratage s'est énormément développé. 1, parce qu'il n'y avait pas d'offres. 2, quand il y en a eu, elles étaient très chères. Et 3, quand elles étaient très chères, en plus, on ne pouvait rien faire avec le contenu. Ça, c'est mon espace personnel dans Zaosa. Alors, je suis connecté en Wi-Fi, mon ordinateur est connecté à rien du tout. Et je vais me l'envoyer sur mon petit Sony Ericsson. Donc, c'est Tata Suzanne qui est là. Et je vais l'envoyer sur mon mobile. Et là, sur mon téléphone mobile, en fait, je reçois un SMS. On n'a pas entendu ce que j'ai coupé mon mobile. Toc. Je vais chercher le SMS, télécharger votre vidéo, je clique dessus, je fais ouvrir le lien. Et donc je vais arriver sur un service et une interface dédiée pour ce téléphone. En fait, aujourd'hui, Zaosa gère un peu plus de 20 interfaces différentes pour toucher un peu plus de 3000 devices et 9500 user agents. Ça, c'est vraiment unique aujourd'hui au monde d'avoir cette facilité d'accès à un service de contenu, cette facilité de partage, cette facilité d'accès à d'autres contenus chez des amis, et tout ça est légal et pour un prix vraiment dérisoire par rapport au nombre de fichiers disponibles sur la plateforme à un instant donné. Et maintenant, on va juste montrer ça sur la télé. Donc là, je peux me connecter à des services et me mettre ou directement référencé ou bookmarké, comme sur un browser Internet classique. C'est un service web qui n'est pas une application. Et avec 1,5 méga de bande passante sur ma télé, j'accède à cette qualité de service, ce qui n'est absolument pas le cas sur la VOD aujourd'hui à travers les box. Si on trouve que la navigation sur la VOD, c'est ce que souvent les gens me reprochent, c'est que c'est très lent, on passe du temps à surfer sur la télé, à chercher du catalogue, etc. Nous, on propose de dire, nous, avec notre service, vous connectez depuis un iPad ou depuis votre iPhone ou depuis votre PC. Et donc, ça me permet de ne pas perdre de temps à chercher avec ma télécommande, si c'est le cas. C'est-à-dire que je peux piloter mon service et me servir de n'importe quelle autre machine comme télécommande. Juste pour finir, parce que je sais que tout le monde on en a beaucoup parlé, que c'était quelque chose d'assez intéressant. Depuis quelques jours, on a reçu la Google TV. Et donc la Google TV, on a essayé de regarder ce qu'on allait pouvoir faire dessus. En fait, on va juste proposer le même service. C'est juste pour montrer que depuis n'importe quelle télé ou écran, j'ai pas besoin de synchroniser, pas besoin de connecter, pas besoin de quoi que ce soit pour regarder ce contenu. Merci Patrick Escand. De rien, avec plaisir. Cédric Ponceau, donc vous avez signé récemment des accords avec Studio Canal. Bon, j'imagine que ça n'a pas dû poser trop de problèmes. C'est le même groupe, mais aussi avec Pathé. Qu'est-ce qui intéresse les grands éditeurs, les grands fournisseurs de contenu, finalement, à donner quasiment tout leur contenu pour quelques euros par mois à 1 million de clients en France ? Alors, donner leur contenu, ils ne les donnent pas, ils les vendent. Et je dirais que la fonction de Zaosa, c'est d'arriver en fait à trouver un modèle économique pour les ayants droit et un modèle grand public. Ce qui les intéresse, je dirais, dans Zaosa, c'est que c'est vraiment très innovant et qu'il y a justement ce partage qui est aussi une façon de viraliser et de se dire un petit peu comme quand on avait les 33 tours quand on était jeune. C'est vrai que si le 33 tours avait une belle pochette, etc., le fait qu'on puisse se le partager, se le prêter, etc., c'est un élément très important. Donc cette notion de partage, et quand vous dites pour quelques euros, c'est quand même 9,99 €. Donc 9,99 €, si vous imaginez qu'effectivement on puisse avoir une offre pan-européenne avant d'être plus large, qui comporte demain plusieurs millions de clients, ça fait une somme qui est reversée aux ayants droit, qui est tout à fait intéressante et qui en ferait presque un des premiers services. Puisque quand on part sur des modèles publicitaires, on espère que demain on aura de la publicité qu'on pourra reverser, nous ce sont de véritables abonnements.
Finalement, d'une certaine façon, juste avant de donner la parole à Alain Reynaud, ce que vous avez fait, c'est le forfait, le système du forfait qui était réclamé par pas mal d'adversaires d'Adopi, notamment, qui voulaient bien payer chaque mois pour du contenu. Oui, je ne le dirais pas en termes d'adversaires pro ou contre. Ce qu'on sait, et bon, moi je viens du monde des télécoms avant, c'est que la forfaitisation, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis une quinzaine d'années. Ça a permis de déployer le marché des télécoms. On sait par exemple si la France a autant d'avance dans le triple play ou quadruple play, c'est aussi parce qu'elle a très très vite compris qu'il fallait forfaitiser, que les gens ne pouvaient pas avoir des factures en permanence qui passent un mois de 10 euros, un mois de 100 euros. Et donc, c'est vrai que ça, c'est la force du groupe Vivendi, c'est d'avoir su dans la télé payante, dans les télécoms et maintenant dans le contenu, révolutionner ces marchés par cette mécanique d'abonnement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile d'expliquer ça à tous les ayants droit, mais qu'à partir du moment où le système fonctionne et que vous reversez finalement de l'argent et que les gens préfèrent aller sur ces services-là que sur des services de piratage, parce que finalement, ça devient presque plus simple d'utiliser ces services que de pirater, où on n'est pas sûr de la qualité, on n'est pas sûr du format des fichiers, etc. Et bien dans ces cas-là, tout le monde y gagne. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le partage parce que c'est quelque chose que j'ai jamais entendu, pour être clair. Donc, je suis abonné à votre service pour 9,99 € et je peux partager un show, un show télé, à quelqu'un qui n'est pas abonné. Ou est-ce que les deux personnes doivent être abonnées pour que je partage ? Il faut que les deux personnes soient sur Zaoza. Elles n'ont pas forcément l'obligation d'être abonnées. Donc, est-ce que je peux donner, entre guillemets... Sinon, ça n'a pas d'intérêt économique pour personne. C'est ça la question. Mais donc, quel genre de partage vous avez dit où je peux faire un partage ? En fait, ce qu'on a expliqué aux ayants droit, c'est à eux de fixer comment ils veulent faire leur partage. Donc, par exemple, dans le jeu vidéo, c'est très intéressant parce que dans le jeu vidéo, les gens, comme c'est très très protégé, c'est très compliqué de pirater un jeu, etc. Au début, quand on est arrivé avec le droit de partage, ils disaient bah non, parce que un partage, c'est une vente de perdu. Et puis on leur a dit oui, mais vous savez, par exemple, vous parliez de la Nintendo DS que vous avez été voir à Amsterdam, le jeu vidéo fonctionne comme ça. Il y en a un qui l'achète dans l'immeuble, un gamin, puis après il va le prêter à celui du troisième, celui du dessous, etc. Puis au bout d'un moment, la personne va vouloir le posséder. Et que finalement, cette espèce de partage qui fait le buzz, comme on avait les 33 tours, alors ça c'est à ma jeune époque, et à l'époque de peut-être quelques-uns autour de la table, les jeux vidéo aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Alors le partage illimité, où j'en prends, il y en a un qui l'achète et qui le donnerait à des millions, c'est comme ça que c'est le peer-to-peer, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas d'intérêt in fine, sinon tout devient gratuit. En revanche, arriver justement à trouver un partage qui permette de commencer cette réalisation et de partager surtout uniquement à ses proches et pas à des gens que je ne connais pas, là il y a un vrai intérêt dans le service et ça commence par rapport au peer-to-peer à avoir de l'intérêt pour l'utilisateur aussi. Et l'ayant droit, in fine, il s'y retrouve. Mais c'est lui qui décide. S'il ne veut pas mettre des droits de partage, à la limite, il n'en met pas. On a tendance plutôt à lui dire que dans ces cas-là, s'il ne veut pas mettre de droits de partage, il vaut mieux qu'il aille dans un autre service. Et puis, petit à petit, vous voyez des ayants droit revenir. Mais c'est eux qui décident. Et vous voyez que finalement, le droit de partage, c'est aussi un élément marketing. Parce qu'entre un film que vous pouvez partager 2-3 fois et un film que vous pouvez partager 4 ou 5 fois ou seulement une fois, les gens vont se dire ça c'est plutôt sympa, etc. Et l'ayant droit derrière, il n'est pas lésé parce que les gens, ils commencent à recevoir le fichier, ils veulent l'utiliser, puis eux-mêmes, ils veulent le prêter à d'autres gens. Mais à ce moment-là, pour le repasser à d'autres gens, il va falloir qu'ils le possèdent. Et donc, vous êtes dans un cercle vertueux dans lequel les gens sont contents parce qu'ils peuvent organiser ce partage, mais au bout d'un moment, ils vont vouloir aussi posséder les choses, qui était le phénomène du 33 tours. Quand Patti Smith est à Paris cette semaine, quand j'achetais l'album de Patti Smith, j'étais le roi du monde, je le prêtais, etc. Puis finalement, mes copains ou mes copines, à la fin, il fallait aussi qu'elles aient le 33 tours de Patti Smith. Après, on peut prêter, on peut reprendre après, ou une fois qu'on l'a prêté? Ah non, prêter c'est donné. Reprendre c'est voler. Vous avez été surpris, je crois, aussi par la moyenne d'âge des utilisateurs de Zaoza. Globalement, ce n'est pas tous les teenagers qui viennent. Loin de là, non. En fait, on est vraiment assez surpris, mais d'un autre côté, c'est vrai, on en parlait un petit peu avant l'émission aux États-Unis aussi, qu'un certain nombre de services qu'on croit toujours pour les moins de 20 ans, finalement, c'est les 25-35, voire les 35-50 qui y vont, et que le web, notamment le web dans la partie payante, est plutôt, pour l'instant, investi par les 25-40, je dirais, les jeunes étant énormément dans des services de messagerie, de gratuité, etc., passeront probablement à un moment dans le mode payant, et effectivement, donc on s'est aperçu, mais qu'on était plutôt en moyenne à 30 ans, 30-35, que, oui, à moins de 17 ans.
Alors justement, le gouvernement a mis en place les cartes musique à destination des 12-25 ans. On a vu que l'œuvre était jugée pas forcément très lisible, qu'il y avait des failles, des abus qui existaient. Vous en pensez quoi, vous, de la carte musique chez Zaosa ? Nous, la carte musique, on est en train de l'implémenter, donc elle ne touche qu'une partie de notre catalogue, puisqu'on a parlé de catalogue de films et de séries. On pense que ça va dans le bon sens, parce que le système pour en tout cas développer l'offre légale, il faut, comme dans tout système, le bâton et la carotte, donc il faut l'avoir en même temps, donc ça va dans le bon sens de pouvoir, je dirais, subventionner et aider ce déploiement. On sait dans nos métiers que par contre, ce qui est très important, c'est que ce soit très simple et très facile à comprendre. Et donc c'est probablement ça qu'il va falloir, et les gens qui travaillent sur le sujet en sont bien conscients, qu'on optimise. Et nous, on les aide aussi beaucoup à optimiser la simplicité de s'inscrire, en fait, par exemple. On sait que quand on a 4 clics par rapport à 2, on perd une personne sur 2. Mais sinon, c'est vraiment un très très bon dispositif. Il s'enrichit et je dirais que le rôle des plateformes comme nous, c'est aussi de faire que le service académique soit de plus en plus simple, ce qui sera certainement encore plus le cas en 2011. Adopi, ça vous a amené du monde ? Adopi, c'est difficile à mesurer. Très franchement, je ne peux pas vous dire. Nous, d'abord, on n'est pas que sur la musique, donc certainement que ça va dans le bon sens. Certainement que en tout cas, le bruit médiatique autour de c'est important de payer, c'est important de rémunérer les ayants droit, etc. Ce qui est bien entendu la philosophie de Zaosa et la philosophie de Vivendi. Adopi va dans le bon sens, mais il faut à la fois parler, comme on fait, de services dans lesquels il y a du partage, c'est pas trop cher, etc., par rapport à ce que j'appelais le bâton tout à l'heure. Donc c'est très très important d'avoir les deux en même temps, sinon on n'est pas compris, notamment par les moins de 20 ans. Merci Cédric Ponson, on se retrouve tout à l'heure pour reparler un petit peu de téléconnecté, notamment de Google TV, qu'on attend un jour ou l'autre en France. Mais on va revenir, Benjamin, dans quelques instants avec le flash du multimédia. Le flash du multimédia qu'on retrouve après l'interruption, parce qu'effectivement, au CES, il y avait tellement de choses que ce n'était pas la peine d'en faire. Et là, Benjamin, on en a beaucoup parlé, bien sûr, ce sont les Beatles. D'ailleurs, tu étais au Mirage, là où il y a le spectacle des Beatles, justement. Love, exactement, pas. Avec le Cirque du Soleil. Et voilà, c'est un carton à Las Vegas, et c'est aussi les Beatles, un carton sur iTunes, Benjamin. Et oui, déjà 1 million d'albums vendus, 5 millions de titres. Alors Ringo et Paul auront encore une fois l'an prochain pas trop de mal à payer leurs impôts, grâce à Apple notamment, qui gagne aussi sa part du gâteau. Apple qui a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi de nouveaux résultats sans doute records, avec des ventes de Mac qu'on estime en hausse de 23% contre moins 6 aux États-Unis, donc progression face à un recul pour l'ensemble du secteur de l'informatique. La barre des 4 millions de Mac vendus en 3 mois a sans doute été dépassée pour la toute première fois. Puis tes amis sur Facebook sont nombreux à l'avoir constaté. Benjamin, la Freebox Révolution a commencé à arriver. C'est vrai, je fais partie des petits vénards qui l'ont reçue parmi les premiers. Alors elle était dispo en théorie dès le 3 janvier. Moi je l'ai reçue le 11, à peine descendu de l'avion à notre tour du CES. Il y a beaucoup de clients qui l'attendent normal parce que le service de Free a été débordé le jour de l'annonce de cette Freebox V6 par les demandes de conversion, d'upgrade vers cette nouvelle Freebox. Alors moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est la facilité d'installation. On se croirait avec du matériel de chez Apple. On branche et ça marche. Même le Wi-Fi qui est protégé par un mot de passe, eh bien, c'est automatiquement mis à jour sans que j'ai eu besoin d'intervenir. Donc, un premier coup de chapeau. Je n'ai pas encore eu le temps de la tester à fond, mais première impression vraiment excellente. Et on en reparlera sur Technologique, bien sûr. La 3D sans lunettes, on a pu en voir de la 3D sans lunettes à Amsterdam, mais on en a aussi beaucoup parlé à Las Vegas, Benjamin. Oui, notamment avec les promesses de Toshiba pour la fin de l'année. On ne va pas revenir dessus, mais ce sera l'occasion sans doute d'y revenir dans le courant de l'année. Et maintenant, il y a une vidéo qui crée le buzz sur Internet. Alors, c'est un certain Jonathan Post qui affirme avoir mis au point une technologie révolutionnaire. Alors, ça ressemble à deux petites électrodes qu'on vient se coller de part et d'autre
des yeux. Ça provoque un battement des paupières au rythme de 60 fois par seconde. Et oui, si on fait 60 x 2, ça fait 120 Hz, hein, comme une bonne télé 3D. Alors c'est très bien fait, hein, la vidéo est vraiment assez bluffante. C'est quand même assez difficile à croire. Ça sent la farce. Hein. Ça sent même la pub virale, la grosse pub virale. Alors moi je parierais pour un fabricant de lunettes 3D universelles, mais je peux évidemment me tromper. Enfin, des nouvelles de l'iPhone 5 et de l'iPad 2. On attend maintenant avec impatience les dates de sortie, Benjamin. Oui, on peut dire que ça ne va faire qu'empirer au fil des semaines, hein, les infos, les rumeurs sur les caractéristiques et les nouveautés de ces deux appareils. Alors côté iPhone 5, on parle d'un tout nouveau design, alors à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On parle notamment d'une bicompatibilité au niveau des réseaux, à la fois GSM UMTS et aussi CDMA. Le même iPhone serait donc utilisable partout, y compris notamment sur le réseau de l'américain Verizon, qui vient de signer un très gros chèque avec Apple pour s'offrir l'iPhone 4 sur son propre réseau, donc une version spécifique de l'iPhone 4 pour Verizon. Et côté composants, c'est Qualcomm qui semble avoir décroché le jackpot, puisqu'apparemment Qualcomm a été préféré à Infineon pour fournir le chipset, donc les petites puces, les petits processeurs qui gèrent toute la partie sans fil de l'iPhone 5. Et l'iPad 2 ? Eh bien, l'écran LCD de l'iPad 2 est déjà en précommande en tant que pièce détachée sur un site américain. C'est si on la casse, ça, non? Alors, c'est relativement cher, hein, plus de $200, ce qui tendrait à prouver que l'écran de l'iPad 2 est d'une bien meilleure résolution que l'écran de l'iPad 1. Ça vous intéresse peut-être, hein, chez Zaosa. On parle d'une résolution qui serait quadruplée pour atteindre 2048 pixels sur 1536. L'annonce pourrait avoir lieu dès le 1er février pour l'iPad 2, avec une disponibilité au plus tard au mois d'avril. Oui, Cédric Ponceau, l'iPad, moi je sais, j'étais venu lors de la sortie le regarder chez vous aussi. Ça a modifié profondément la façon dont vous imaginiez justement la façon de travailler chez Zaosa. Oui, je pense que ça a modifié de manière assez importante, puisqu'on s'est assez vite rendu compte que l'iPad devenait assez central par rapport aux autres machines. C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'était... L'iPhone, c'est un peu petit pour tout faire, mais l'iPad, ça devient presque une espèce de télécommande géante dans lequel je peux, y compris faire des choses, mais je peux préparer des choses pour mon mobile, et vous le verrez dans la démo tout à l'heure, aussi préparer des choses pour ma télévision. Donc la façon dont ensuite on a réfléchi effectivement les écrans, l'iPad était effectivement en train de boucher probablement un trou. Oui. Et alors justement, qu'est-ce que vous pensez de tous les concurrents de l'iPad qui ont été montrés au CES il y a quelques jours? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des modèles ou des marques qui sont prêtes à, entre guillemets, à rattraper le retard que tout le monde a pris sur Apple? Écoutez, on va voir, ça me fait penser quand même furieusement à l'histoire de l'iPhone ou même de l'iPod, dans lequel les autres ont toujours quand même un train de retard. Alors moi, ce que je trouve encore quand même très gênant dans l'iPad, c'est que une grande majorité des sites ne fonctionnent pas avec cette histoire de flash. Là, je reste très grand public, mais j'y ai encore passé le week-end à essayer de réserver juste des hôtels, etc. Et que la moitié des sites ne fonctionnent pas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose... Il y a une brèche là. Ouais. J'oublie les histoires entre Adobe et qui sont des trucs de geek, mais pour les gens, c'est quand même un sujet. En revanche, c'est vrai qu'en termes déjà de qualité d'écran, d'ergonomie, etc., c'est toujours pareil, quoi. Les autres sortent les premières quand la deuxième ou la troisième version est déjà en train de sortir. Et que c'est vrai qu'on apprend tellement des premiers usages des gens, puisque c'est comme ça que ça se passe, que... J'en sais rien, mais ça va être dur. Alors, on dit que maintenant, il y a 80 tablettes qui sont soit sorties, soit annoncées, soit en cours de développement de manière officielle. Comment est-ce que vous arrivez à suivre? Parce que votre logique, c'est de pouvoir tourner sur toutes les plateformes. Oui. Vous devez consacrer des sommes colossales en développement pour suivre. Non, en fait, pas tant que ça. Effectivement, on va couvrir à peu près... 3000 machines et 9000, on va dire, des types de machines. En revanche, les écrans auxquels on a affaire appartiennent tous à des familles. Donc on a défini à peu près une vingtaine de familles. C'est la taille d'écran pour vous qui... C'est pas que la taille d'écran, c'est la taille d'écran et la distance par rapport à vous-même. C'est-à-dire soit elle se télécommande avec quelque chose, soit elle est vraiment au bout de votre main, comme le
le mobile, soit aller devant et vous utilisez les deux mains. Donc c'est à la fois la taille de l'écran et l'ergonomie d'interaction avec l'interface. Donc on va en fait avoir un certain nombre de grandes familles, et alors les tablettes formant probablement 2 familles, les petites tablettes et les tablettes un peu plus grandes, donc plutôt taille d'écran, avec des ergonomies qui sont toutes en touchscreen. Donc on va développer une interface qui avait été développée, vous en étiez témoin là en 3-4 jours, qu'on a affiné pour l'iPad. Et puis, comme maintenant, on pense que le mode d'utilisation va être de plus en plus browsing qu'application. Browsing, c'est navigation. Browsing, c'est navigation, pardon. On s'est aperçu qu'avec les nouveaux langages, ça permettait en fait d'avoir autant de puissance d'ergonomie qu'une application, d'être dans un truc de navigation, où je tape le site et j'ai pas à télécharger une application. Donc pour nous, en fait, on est capable d'être présent, et c'est ce qui se passe dans les téléconnectés. Vous verrez sur la Google TV tout à l'heure, en 2-3 jours, on met l'interface sur la Google TV. Donc oui, on y investit beaucoup de temps, on y investit un peu d'argent parce qu'il faut bien acheter la machine pour voir si ça fonctionne, mais on n'en achète qu'une. Et tout ensuite est automatisé pour ne pas avoir à développer 3000 interfaces qui seraient juste pas possible, quoi. Merci Cédric Ponceau. Benjamin, oui Pierrick. Après Amsterdam, après Las Vegas, après le Nevada, donc on va faire un petit tour en Californie. Mais enfin, plus avec exactement, plaisir. C'est la Californie qui vient à nous, la Silicon Valley. Alain Reynaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de vous consacrer un peu de votre temps. Je sais que vous allez bientôt reprendre l'avion pour Mountain View. Vous êtes le fondateur de Fair Software. On va pas trop en parler ici, mais juste en quelques mots, Fair Software, c'est quoi ? Fair Software, c'est mon ancienne startup qui visait, et qui marche toujours, d'autoriser les gens à monter des startups virtuelles en ligne, en fait. Donc c'est comme ça que je suis tombé un peu dans l'entrepreneuriat et à réfléchir sur comment les gens montent des startups aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé parmi donc, les créateurs du Founder Institute. Alors c'est un concept qui est né dans la Silicon Valley. On va appeler ça un peu l'école des entrepreneurs, en fait. C'est un peu l'école extrême des entrepreneurs. Ça a été créé dans la Silicon Valley par quelqu'un qui s'appelle Ade Oressi, qui est quelqu'un d'extrêmement connecté, qui connaît tous les gens dans le web, les Zynga, les Facebook. Là, on a fait, par exemple, après chaque session du Founder Institute, on va boire un verre entre fondateurs. Et il y a 3 semaines, on avait quelqu'un qui s'appelait Mark Zuckerberg, qui était là. Et je ne sais toujours pas pourquoi il était là, mais il était là et tout le monde a pris sa photo avec lui. C'était très sympa. Il vous a pas amené au cinéma voir The Social Network qu'on a pu voir dans l'avion ? Si vous voulez monter des startups, allez voir le film parce que ça répond à beaucoup de questions. C'est tout à fait réaliste ce qui est montré dans le film, à 2-3 exceptions près, mais sinon c'est un très bon film, très bien à voir. The Founder Institute, l'idée c'est de mettre en connexion des gens qui veulent créer leur entreprise plutôt dans le domaine de la high-tech. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, c'est pas trop l'endroit. Et vous allez les mettre en relation, c'est ça, avec des gens qui sont déjà des créateurs, qui ont déjà soit fait fortune, soit aussi, il faut le signaler, se sont plantés éventuellement. Voilà, parce qu'on peut apprendre pas mal avec les gens qui se sont plantés aussi. Donc en fait, on cherche des gens qui ont des bonnes idées et on va passer 3 mois avec eux à améliorer l'idée, à en faire un modèle scalable, donc créer vraiment des startups qui vont faire potentiellement 100 millions, 1 milliard de chiffre d'affaires un jour. Effectivement, les boulangeries, ça ne marche pas en général. Qui vient vous voir pour participer à C'est des jeunes et des moins jeunes, en fait, parce qu'on a des gens jusqu'à 50 ans, en fait, qui viennent. Donc la moyenne, typiquement, c'est des gens de 25 ans, avec quelques années d'expérience. Donc ce n'est pas des étudiants, on a quelques étudiants et puis des gens qui ont 5 ans de job, en fait. Alors vous les choisissez après, on n'entre pas comme ça dans cette école. Alors c'est ça, en gros, sur 100 personnes qui veulent rentrer, on en prend une trentaine. Et nous, on est gentils parce qu'on ne filtre pas tellement sur l'idée, parce qu'on sait que les idées changent très vite. Ce qu'on cherche, c'est vraiment des fondateurs, donc des gens qui foncent. C'est ce qui sépare, en fait, on cherche à séparer les gens qui rêvent faire une startup mais qui ne feront jamais rien, des gens qui, en fait, vont effectivement se battre, parce que faire une startup, c'est se battre tous les jours. C'est une idée pas forcément très commune en France. C'est vraiment l'esprit américain. Alors nous, on fait ça donc totalement à l'américaine. On est le seul incubateur de start-up en France qui soit d'origine américaine. Comment dire, les Français ont tendance à beaucoup parler et à moins agir. Alors aux États-Unis aussi, c'est pareil. La Silicon Valley, c'est l'exception. Même aux États-Unis, c'est la perle rare. Mais donc, ce qu'on essaye, c'est d'insuffler un petit peu d'esprit Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, tout le monde essaye. Et si vous plantez, ça dérange personne. Un Mark Zuckerberg, il aurait réussi en France ? Et Mark Zuckerberg, il s'est planté la première fois, puisqu'il avait fait une première start-up qui n'avait pas marché. Il avait failli se faire virer de Harvard et compagnie. Donc, ça ne l'a pas dérangé.
Et en France, c'est vrai que si on échoue, même avant d'échouer, quand on dit ici on fait une start-up, les gens vous regardent en disant mais vous n'avez pas un job dans une boîte sérieuse. Donc, mais justement, on cherche à faire changer les mentalités, ça c'est sûr. Voilà, le Founder Institute, il y a déjà, je crois, 2 promos, 3 promos, ça y est? C'est ça, on a gradué la première promotion, on a fait une cérémonie chez Nathalie Kosciusko-Morizet en juin. On est en train de finir la 2e promotion, on va lancer la 3e avec un... Là, on s'agrandit sur l'Europe, donc on a ouvert à Berlin et Bruxelles, et en fait, on va faire un week-end un peu extrême, on va faire ce qu'on appelle un Founder Bootcamp. On va prendre donc la centaine de candidats dans toute l'Europe qui veulent monter des startups. On va faire venir des grands CEO américains célèbres qui ont monté des boîtes qui ont réussi, des PDG, et on va mettre tout ça dans un week-end, on va bien secouer, ça va être extrême et on va voir ce qu'il en sort. Il faudra mettre nos caméras, non, Benjamin? Ça fera un petit côté télé-réalité, peut-être? Ah oui, je sais pas quand c'est prévu, mais ça fait envie votre week-end. C'est prévu quand? Vous avez déjà un calendrier de fixé? Ça devrait se faire à Berlin, près d'un lac, le 26 et le 27 mars. Donc c'est très précis. Le lac, c'est pour noyer ceux qui échouent. C'est un endroit très joli, c'est juste à côté de Berlin. Je connais bien et on devrait beaucoup s'amuser. En gros, on essaie de faire passer la passion. Et Paris, c'est une grande ville et malheureusement, il n'y a pas assez de passion dans la rue. Quand on est dans la Silicon Valley, tout le monde se connaît et tout le monde veut faire des startups. Donc là, en mettant comme ça une masse critique de plus de 100 personnes ensemble, ça va vraiment ça va bouillonner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas seulement parler, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce on va brainstormer, en français, je ne sais pas comment on dit, on va brainstormer avec des gens qui s'y connaissent, on va discuter de la vision de leur startup, leurs idées. C'est un week-end sur l'idée, pour affiner l'idée et partir d'un germe d'idées et transformer ça en quelque chose qui peut être fantastique, le prochain Google, le prochain Facebook, c'est ça le but. Il y a un an, j'avais rencontré la première promo parisienne. Est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan en termes, par exemple, de création d'entreprises, même d'emploi? Parce que l'objectif, c'est effectivement d'arriver à des entreprises qui arrivent à la centaine de millions de chiffres d'affaires. Le premier bilan, Alain Reynaud? Alors, on a des choses assez remarquables parce que pour la première fois dans le Founder Institute, qui est quand même maintenant dans pas mal de villes aux US et donc en France, on a eu un élève qui a levé de l'argent de la part d'investisseurs avant la fin du semestre. Donc ça, c'est remarquable. On a un autre projet qui a gagné un prix de 100 000 € en Andorre. On a d'autres projets qui décollent bien. Ça met du temps à lever de l'argent après la sortie du Founder Institute, mais les gens réussissent. On est très contents. Quelles sont les erreurs, justement, à éviter, les principales erreurs à éviter quand on crée une start-up? Alors en France, en général, le problème numéro 1, c'est que les gens manquent d'ambition. Et un exemple typique, c'est les fondateurs viennent nous pitcher leur projet, leur plan. Et il y en a un que j'ai vraiment renvoyé chez lui parce que il m'a dit, voilà comment je me développe, première année, deuxième année, troisième année. Il m'a dit, 4e année, j'attaque la Belgique. Et là, j'ai dit, non, en termes d'ambition, ça ne va pas. Fallait qu'il ait dit j'attaque l'Asie, ça aurait été mieux déjà. L'Europe, les États-Unis, mais bon, la Belgique en année 4, quand même, c'était un peu faible. Est-ce que la Silicon Valley, ça fait toujours rêver ces entrepreneurs justement que vous rencontrez en France? Je pense, oui. Mais on a toujours cette petite minorité en France de gens qui veulent vivre comme dans la Silicon Valley, mais qui n'ont pas les moyens pour des raisons de visa, de famille, etc. Ils ne peuvent pas déménager dans la vallée. Donc nous, à nouveau, on apporte ça à Paris. Donc on a un petit microcosme Silicon Valley-esque. Et ça a progressé depuis 10 ans. Moi, je suis parti d'ici il y a 10 ans. Et c'est quand même beaucoup mieux maintenant à Paris que c'était il y a 10 ans. Oui, et c'est plus facile de s'installer qu'il y a 10 ans dans la Silicon Valley? Il y a toujours un problème de visa qui est le problème numéro 1. C'est ça. C'est très difficile de s'y installer si on n'a pas déjà levé de l'argent ici, en France. D'accord. En fait, c'est très difficile de lever de l'argent avec un peu d'argent, en fait. Oui. Voilà. Si vous avez de l'argent, vous pouvez déménager. Mais débarquer tout seul, c'est un petit peu difficile. Pour terminer, Alain Reynaud, donnez-nous quelques nouvelles justement de la Silicon Valley. Il y a un an, on avait quitté un peu les gens un peu déprimés ou troquant leurs grosses voitures contre des voitures un peu plus petites, où on voyait toujours ces maisons, un certain nombre de maisons vides dans certains quartiers, des maisons à vendre. Des magasins Apple quasiment vides. Benjamin, je te laisse imaginer l'horreur. Quasiment beaucoup moins de clients. À Palo Alto, ils étaient beaucoup moins nombreux qu'à New York. Globalement, la crise est finie. Ça redémarre un petit peu? C'est très simple à voir. En fait, vous regardez le niveau du Nasdaq aujourd'hui. Je crois qu'il est à 2600, c'est-à-dire qu'il est encore plus haut qu'avant la crise de 2008. Donc les angels, les gens qui mettent de l'argent dans l'écosystème de la Silicon Valley, en fait, c'est florissant. En fait, on a une bulle. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une bulle qui sera méchante, donc si même elle explose, ça ne va rien couler.
Donc c'est quasiment euphorique, on va dire, actuellement dans la vallée. Les tendances, quelles sont les grandes tendances? C'est quoi la géolocalisation, les jeux sociaux? On a parlé de Zynga, qui est vraiment une des startups qui fonctionne très très fort. Netflix, dont on parlait tout à l'heure également, je crois qu'il est accessible sur Zaoza, si je ne m'abuse. Ah non, c'est sur Google TV, justement. Oui, oui. Quelles sont les grandes tendances dans la Silicon Valley? Donc la géolocalisation, ça commence à être un peu passé. Le truc le plus à mode aujourd'hui, c'est Groupon, donc tout ce qui est achat groupé en discount. Mais les gens s'interrogent beaucoup sur exactement où ça va aller, parce que maintenant on a plein de gens qui copient, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ils sont en train de lever des sommes folles, je crois que 750 millions de dollars, un truc comme ça. Je crois qu'ils viennent juste de lever, enfin bon, c'est avec un montant faramineux, c'est une longue discussion sur ils ont des évaluations Facebook, ce qui est très à la mode aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'argent qui circule, les employés de Facebook peuvent revendre leurs actions sur des sites de second marché, donc il y a plein de gens qui sont maintenant millionnaires, qui réinvestissent dans les startups, parce que ça coûte pas très cher de monter une boîte de nos jours. Hein. Ça coûte pour 50 000 $, vous arrivez à vivre 6 mois avec 2-3 ingénieurs. Cédric Ponceau, vos équipes sont allées au CES à Las Vegas présenter Zaoza. Est-ce que là aussi les États-Unis c'est un marché pour vous forcément incontournable? Ça va être un marché incontournable, c'est clair, vu le nombre d'utilisateurs, le fait qu'il y ait énormément d'innovation dans le web, donc c'est un marché qu'on regarde beaucoup. En revanche, quand on ne lance pas le service depuis là-bas, avant d'aller aux États-Unis, il faut être très fort, parce que c'est un marché qui est extrêmement fermé aux sociétés entre guillemets étrangères. Donc on considère chez Vivendi qu'il faut que Zaoza ait vraiment fait ses preuves en Europe. Alors effectivement, je serais venu vous voir en disant que je n'irais pas aux États-Unis avant 4 ou 5 ans. Vous auriez peut-être trouvé ça long, mais nous, on considère qu'effectivement, le marché américain, c'est un marché qui est très encombré, un marché dans lequel il faut avoir fait ses preuves si on ne naît pas, entre guillemets, là-bas. C'est pour ça que c'est très intéressant que des startups françaises puissent démarrer depuis la Silicon Valley. Parce que c'est toujours plus simple. Hein, mais ça, c'est je voulais vous donner quelques clients. Là. Aujourd'hui, je paye dans la Silicon Valley 15 $ par mois pour pouvoir avoir TV5, en gros le journal de France 2. Donc si vous pouvez me donner pour 9,99 € en gros tout ce qui est des accès français, je ne sais pas si vous avez les droits parce que je sais que c'est difficile, mais vous auriez 100 000 clients à peu près instantanément, tous les Français d'Amérique. Et travailler sur les expatriés, c'est un des gros sujets du groupe. Mais je comprends que ce n'est pas un gros marché, hein, c'est sûr qu'on n'est pas... Non, mais c'est un marché de gens qui sont prêts à payer, puisqu'effectivement, ils payent déjà beaucoup pour garder un peu de leurs racines et de leur pays. Donc, c'est pas rien. C'est quand même plusieurs millions de personnes, pas aux États-Unis, mais qui sont à l'étranger et qui, pour des raisons de droit qu'on comprend, mais pas très logique pour des Français vivant à l'étranger, ou même des Français voyageant. Hein, parce que quand vous voyagez, que vous voulez regarder un match de foot que vous avez raté le soir alors que vous avez payé des abonnements très chers, ça ne serait pas idiot d'ouvrir des fenêtres pour des gens qui voyagent d'abord. Le marché français, quand Google veut arriver avec sa Google TV, là aussi, ça crée un certain nombre de réticences, notamment de la part des chaînes de télévision. En jeu, c'est toutes les recettes publicitaires et Google, de ce point de vue, fait peur? Alors, je ne peux pas parler au nom des chaînes de télévision ou au nom de Google. Ce qui est sûr, et là, ça fait 15 ans que je navigue dans ce milieu, puis avant, j'étais dans le milieu des yaourts, c'était exactement la même histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose ou de démarrer, vous passez beaucoup de temps à d'abord essayer de savoir comment vous allez vous protéger. Donc on met les juristes, on met les stratèges, etc. Tout ça dure des années. Je me souviens très bien d'une anecdote chez Danone où on avait passé 4 ans à savoir qui allait faire le biscuit au yaourt. Et donc c'était guerre interne, personne ne voulait, etc. Kinder arrive, il déboule, et puis hop, il s'installe, et on se dit, merde, où est le projet? Et donc ces histoires de la musique a eu la même chose, la vidéo. Et c'est sûr, il faut protéger les revenus des chaînes publicitaires, parce que si à un moment vous laissez le marché s'effondrer, il ne peut pas se relever. Mais au bout d'un moment, et effectivement on voit bien la rapidité avec laquelle le web s'installe, il ne faut pas passer des années à discuter de savoir comment on va se protéger, comment on va se cannibaliser. D'abord, il faut toujours mieux, cours de première année, école de commerce ou école d'ingénieur, savoir se cannibaliser, c'est un art. Et arriver à le faire au sein d'un groupe, c'est ce qu'on fait chez Vivendi, avec des sociétés qui parfois sont un petit peu concurrentes, c'est très très important, ça permet d'occuper le terrain. Et donc dans cette histoire de Google et les chaînes, c'est bien de discuter, c'est bien de voter des lois, etc. Mais enfin, moi je serais fabricant de téléviseurs
à Shanghai, je regarderais tout ça en ricanant de loin et en me disant, moi je m'en fous, je vends des machines et puis après, si ces machines se connectent comme ça. Et donc il faut faire attention à ça. Je suis un petit peu alarmiste en disant ça, mais en disant c'est important de bouger. Et justement, dans le modèle qu'on essaye de développer sur Zaoza, c'est de dire, allez-y. C'est-à-dire que c'est bien de faire des lois, des textes, de se mettre d'accord. Mais enfin, la France, c'est tout petit à l'échelon mondial. Enfin, les politiques n'arrêtent pas de nous bassiner toute la journée avec ça. C'est vrai. Mais même les États-Unis, c'est tout petit à l'échelon mondial. Donc il y a un moment, il faut absolument se dire qu'il y a des gens qui regardent la planète de manière globale. Samsung, j'imagine que le patron cohérent de Samsung, au bout d'un moment, il va dire ça va de discuter avec les Anglais pour ci, les Allemands pour ça, les Américains pour ça. Stop, j'y vais. Et Google a cette vision très mondialisée des choses. Donc, il faut y faire attention. Il faut effectivement protéger les médias, les marchés, faire quelque chose. Mais il faut aussi bouger. Donc, quand vous n'avez pas TV5 ou vous êtes obligé de le payer très cher à l'autre bout de la planète, c'est vrai que vous vous dites c'est quand même un peu dommage. Parce que vous laissez un boulevard géant à si je peux l'avoir sur le web, je vais la regarder depuis ma télé là-bas. Tout à l'heure, Pierrick évoquait Netflix. Il y a un paysage qui n'est pas encore très limpide pour le public français. Justement, ce monde de la vidéo à la demande. Alors, il y a Canal Play, il y a, les fournisseurs d'accès ont tous leur propre portail de vidéo. Il y a vous, il y a les clients américains, il y a Netflix, on parle beaucoup de Hulu aussi. Il y a évidemment l'iTunes Store qui fait de la location de films. Enfin, est-ce que ce paysage-là, à votre avis, va se simplifier? Parce que ça sera du point de vue extérieur, d'un point de vue extérieur, ça semble encore très compliqué. Et c'est très compliqué. Ouais. C'est-à-dire, déjà, quand on est passé... Et c'est parfois même plus très grand public. Parce que quand on est passé de quelques chaînes à 400 chaînes, 3 boîtiers sous la télé, etc., c'est compliqué. Donc, c'est pas un truc simple. Vous disiez, la Free ou la 9 se branche assez simplement. Ça reste complexe. Alors, si vous prenez le marché de la vidéo à la demande... Effectivement, c'est probablement, et on l'a vu dans tous les marchés de médias ou de télécom, des marchés qui se développent par des offres d'abonnement dans lesquelles les gens n'ont plus vraiment à penser à exactement ce qu'ils consomment à chaque fois, démarrer un film, se dire que c'était pas le bon film, etc. Vous citiez le cas de Netflix. Ce qui est intéressant, c'est que, entre guillemets, il déculpabilise la consommation de films en se disant... j'ai accès à un catalogue de films, comme j'avais en fait accès à un catalogue de chaînes. Simplement là, c'est comme si j'avais des chaînes cinéma à la demande. Mais quand je zappe, le film, il démarre quand je veux. Et donc finalement, ça répond à ce que je fais moi depuis 35 ans sur la télévision. C'est-à-dire que quand je changeais de chaîne, c'était parce qu'au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, le programme vous plaît un peu moins. Et on est très passif et on aime bien faire ça devant la télévision. Simplement, dans la vidéo à la demande telle qu'elle est faite là, elle est encore très chère. Et donc, si vous faites 6 zaps ou 6 changements de film à 4 euros, ça fait, c'est pire que d'acheter France 5 de l'autre côté de la planète. Mais puisque vous habitez aux États-Unis, vous pouvez peut-être dire 2 mots de... Moi, je suis un grand fan de Netflix et j'ai mon Apple TV sur lequel il y a Netflix. Alors, Netflix, originellement, ça vous envoyait des DVD par la poste et ça coûtait $20 par mois. Et depuis que j'ai mis l'Apple TV, donc j'ai Netflix qui me permet de streamer n'importe quel film à la demande. J'ai baissé mon abonnement, du coup, au lieu de payer $20 par mois à Netflix, je ne paye plus que $10 par mois à Netflix. Est-ce que ça va leur poser un problème ou est-ce que vraiment c'était les timbres qui coûtaient Vu leur cours de bourse, j'ai l'impression que ça ne leur pose pas trop de problèmes. Alors effectivement, il y a, je ne connais pas du tout entre le modèle physique et le modèle digital. On sait que le modèle digital, le fait que vous n'ayez pas que le service client, les envois de DVD, etc., donc j'imagine qu'ils s'y retrouvent. Et puis surtout, ils sont passés de, quelques millions de clients à quelques dizaines de millions de clients. Donc ça fait aussi toute la différence qui est le volume sur lequel, au bout d'un moment, vous arrivez à faire des abonnements moins chers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme de démocratisation et de simplification de l'usage, en fait, et finalement assez passive, alors que dans la vidéo à la demande, il faut que je réfléchisse au film. Il y avait un très beau dessin dans Le Monde qui montrait un couple au lit en train de choisir la vidéo. Il était 8h du soir et ça se termine à minuit avec... enfin, on a trouvé le film qu'on a envie de faire, on le démarre, et puis on se dit « Ah, zut, je l'ai déjà vu ». Et on a tous un peu cette expérience-là. Donc, finalement, ce modèle d'abonnement tel qu'on le propose maintenant sur Zaoza, c'est aussi pour décomplexer l'usage et de se dire on est très passif devant une télévision, on n'a pas envie de se prendre la tête comme sur le web, c'est un moment de détente, c'est un moment de détente à plusieurs. Je démarre un film, si c'est pas exactement ce que j'avais envie ce soir, ça veut pas dire que le film est bon ou mauvais. Ce soir, je me disais, tiens, je vais faire un bon thriller, et puis ça marche pas, j'ai plutôt envie de rigoler, je vais changer. Et c'est ça qu'apporte finalement cette consommation à la demande un peu décomplexée, dans un abonnement. Et moi, je trouve ça
c'est probablement une partie de la télévision de demain. Et si vous l'utilisez déjà autant aux États-Unis, c'est que... Merci Cédric Ponceau, merci Alain Reynaud. Je pense que si on les avait laissés, là, Benjamin, ils étaient partis pour justement jusqu'à minuit. Ça aurait pu faire un dessin de... Mais c'est aussi des missions de rencontre, Pierrick, donc absolument. Ça tombe bien. Merci beaucoup pour votre accueil, merci aussi pour toutes ces infos. Et puis, on se retrouve dans 15 jours sur technologique.fr, Benjamin. Avec 2 petites précisions, Pierrick. D'abord, effectivement, une émission en 15 jours. Et 15 jours après, ce sera le Mobile World Congress à Barcelone, donc le rendez-vous annuel mondial de la téléphonie mobile. On y sera, il ne faudra pas le rater. Et puis l'autre nouvelle, c'est qu'on vous prépare, et c'est en train d'arriver, la version iPad de l'application technologique. On est en train de la tester en interne, Pierrick. Moi, je suis en train d'embêter tout le monde en disant aux gens « Ah, t'as un iPhone, pourquoi tu téléchargerais pas l'application technologique ?» Ben voilà, c'est fait. Téléchargez l'application iPhone et dans quelques jours, d'ici Barcelone au plus tard, vous aurez aussi la version HD de l'application sur iPad avec une navigation qui sera différente et qui sera optimisée pour la tablette tactile d'Apple. Un gros boulot de Johan, j'ai vu ça. Johan, Franck et toute l'équipe qui nous aide à mettre au point ces petits outils Merci. qui vous permettent de nous suivre. Et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Génération technologique vous a été présentée par les stations d'accueil iPod et iPhone JBL.